Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mes favoris, de mes films préférés de l'année 2022. Et oui, qui dit fin d'année dit bilan. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, on a notamment abordé mes flops, les films que je n'avais pas encore vus. Cette semaine, on parle de mes favoris et la semaine prochaine, on terminera cette série de vidéos par mes attentes pour l'année 2023. Avant de commencer, il convient de faire le petit avertissement habituel pour ce type de vidéo. Je ne vais pas vous parler des 10 meilleurs films de l'année, mais plutôt ces 10 films qui, moi, m'ont ému parce qu'ils ont su me parler à une certaine période de l'année, parce que j'ai aimé les personnages, parce que j'étais touchée par l'histoire. Bref, il y a plein d'éléments qui font que j'ai apprécié ces différents films. À la 10e place, d'autant plus important au vu du contexte politique actuel en Iran et de tout ce qui se passe, il s'agit des Nuits de Mashhad de Ali Abbasi. Notre histoire prend place dans la ville iranienne de Mashhad où un tueur en série sévit. La particularité de ce tueur étant qu'il ne s'en prend qu'aux prostituées. Dès lors, une journaliste va mener l'enquête. Les Nuits de Mashhad, c'est à la fois un polar, mais aussi un portrait de la société iranienne. Puisque on va suivre nos deux personnages en parallèle, donc d'un côté le tueur en série qui va commettre ses crimes, et de l'autre notre journaliste qui investigue. Disons qu'il y a deux grandes thématiques qui sont mises en lumière avec ces deux personnages. D'un côté, donc avec le personnage du journaliste, eh bien, on va traiter de la place des femmes, le fait qu'à l'hôtel par exemple on va lui refuser dans un premier temps de lui donner une chambre parce qu'elle n'est pas mariée, ou bien encore lorsqu'elle arrive devant l'un des cadavres et qu'on lui dit surtout ne regardez pas, c'est pas pour une femme. Et de l'autre côté on a la figure du serial killer qui permet d'évoquer la thématique du fanatisme religieux, puisque cet homme il prétend purifier la souillure de la ville au nom de Dieu. La place des institutions est également abordée à travers leur inaction, puisque durant un moment en fait elles vont décider de ne pas traiter cette affaire. La caméra d'Ali Abbasi, elle est crue, elle ne se détourne pas pendant les scènes de meurtre. C'est-à-dire qu'on a des séquences entières où on a cet homme qui a ses mains autour des cous des femmes et on entend tout, que ça soit leurs petits cris étouffés, que ça soit les os qui craquent. On voit tout aussi, leurs yeux exorbités, leur visage qui se met à bleuir, bref, la caméra elle ne se détourne jamais en fait, et nous on reste là, témoins impuissants, sans pouvoir agir. À la 9e place, on reste sur une figure de femme forte, puisque cette femme est à la tête d'un film d'horreur psychologique traitant des hommes. Il s'agit de Men d'Alice Garland. A man followed me out of the woods. He was stalking me. What makes you say that? I saw him twice. Twice. I don't know if he saw you once. Notre protagoniste s'appelle Harper et après avoir été témoin du suicide de son mari, elle va décider de prendre quelques jours de repos dans une maison isolée. Mais une étrange présence masculine semble la traquer. J'adore le cinéma d'Alice Garland. J'avais adoré Ex Machina, j'avais adoré Annihilation, et donc Men est son 3e film sorti au mois de juin. Cet homme a un talent pour créer une atmosphère oppressante. Et autant vous dire que, au vu du synopsis que je vous ai lu, Men est un film qui se prête extrêmement bien à ça. Le film traite de la masculinité toxique, puisque tout au long du film, Harper va être poursuivi par des hommes, c'est la fameuse présence masculine que je vous évoquais, puisque tous les hommes qui vont traquer Harper, que ça soit des hommes d'église, que ça soit un barman, que ça soit un policier, que ça soit un mystérieux homme dans la forêt, tous ces hommes ont un point commun, c'est qu'ils ont le même visage. Et je pense que le message est assez criant, c'est qu'on là ici on vient dénoncer en fait la masculinité toxique, à quel point les hommes peuvent faire du mal. C'est une notion qui peut sembler assez abstraite de prime abord, mais à laquelle Alice Garland vient vraiment donner chair, littéralement, puisqu'il va incarner cette notion à travers des personnages masculins. Alice Garland vient convoquer un imaginaire religieux, il va employer en fait plusieurs mythes, que ce soit le mythe de l'homme vert ou bien le mythe d'Adam et Ève, puisque lorsque Harper arrive dans le jardin, elle croque une pomme du pommier, et c'est à partir de ce moment-là en fait que le mal va commencer à lui arriver.
accuse Harper d'être fautive. Tous les hommes de son entourage accusent Harper. Tout le monde dit c'est ta faute si ton mari s'est suicidé. Et le mari lui-même, avant de sauter, donc le mari s'est suicidé en se jetant d'un bâtiment, avant de sauter, il a dit à Harper, si je saute, c'est ta faute. C'est toi qui m'as tué. Or Harper a essayé de l'en empêcher, elle a essayé de... Elle voulait pas que son mari meure, enfin elle ne souhaitait absolument pas ça. Pourtant constamment, on va lui dire c'est ta faute. Un peu comme Ève, on en revient justement à la question du mythe religieux, comme Ève qu'on accuse en fait d'être à l'origine de tous les maux. Les hommes se liguent pour accuser Harper. Et disons qu'à travers ce film, Alex Garland, il expose la misogynie telle qu'elle est réellement, effrayante en apparence, mais pathétique dans le fond. À la 8e place, un autre personnage de femme forte. Oui, c'est... Moi ça me tient à cœur en fait de voir des personnages féminins forts dans des longs métrages, des personnages qui sont indépendants, qui se battent pour leur liberté. Et dans 3000 ans à t'attendre de George Miller, notre protagoniste s'appelle Alithea Binnie. I do have a question. What does one do with 3 wishes? You'll see. Oh. 3000 ans à t'attendre est sorti au mois d'août. Nous y suivons Alithea Binnie, narratologue qui, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard plutôt sceptique sur l'amour notamment. Un jour, elle va rencontrer un génie qui va lui proposer d'exaucer 3 de ses vœux. Sauf qu'Alithea est bien trop intelligente pour ignorer que dans les contes, l'histoire de vœux se termine toujours mal. Dès lors, le génie va se mettre à lui raconter 1001 histoires qui lui sont arrivées dans le passé, ayant tout en lien la réalisation en fait des vœux. Le film vogue entre des scènes d'hôtel, donc où les deux personnages échangent sur leur passé, échangent sur leur vision du monde, et les fameux récits que le génie raconte. La particularité de ces récits étant que ils ont toute une inspiration des 1001 nuits, ça se passe en Orient, on a de nombreux personnages, ce sont des récits qui sont captivants et à travers eux, George Miller montre vraiment sa capacité à conter des histoires. En parallèle de ça, je vous le disais, on a des séquences à l'hôtel. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on aurait pu tomber dans du simple champ contre champ avec la caméra qui montre un personnage puis qui montre l'autre. Pas du tout. Ici, George Miller vraiment déploie tout un tas d'idées de plans, on va dire, pour faire en sorte que sa caméra soit toujours en mouvement, de façon à ce que la caméra en quelque sorte ne se pose jamais. La thématique du conte est bien entendu au cœur du récit puisque, alors ça paraît logique, mais Alithea est narratologue, donc on évoque forcément la force du conte, mais il y a aussi tout un questionnement autour de l'importance du conte au cœur de la vie des gens, puisque lorsque le monde semble complexe, on va dire, les hommes ont tendance à se raconter des histoires, parce que pour eux c'est vraiment une manière de s'approprier les choses, de prendre des éléments qui nous semblent inconnus, de les assembler, on va dire, de leur donner du sens en les mettant les uns à côté des autres pour créer des histoires. Disons que c'est une façon d'aborder plus sereinement ce qui apparaît comme étranger. À la 7e place, un film sorti au mois de juillet, c'est le tout nouveau film de François Ozon, Peter Van Kant. Peter Van Kant est un grand réalisateur qui va faire la rencontre d'Amir, un jeune homme bien décidé à se lancer dans le cinéma. Peter Van Kant va décider de lui offrir un toit, de l'héberger chez lui et de l'aider à se lancer dans ce monde aussi spécial. C'est une adaptation libre du film de Fassbinder, donc les larmes amères de Petra Van Kant. Petra Van Kant donc étant une femme dans le film de Fassbinder. Ici, le sexe des personnages est inversé puisque au lieu de suivre une romance entre deux femmes, on est face à une romance entre deux hommes. Peter Van Kant, ça apparaît comme du théâtre filmé. C'est un film qui va se dérouler en huis clos,
Sauf que cette forme théâtrale, on en voit la limite dans les dialogues, puisque là où George Miller, dans le film donc, précédent, avait tendance à faire preuve d'originalité lorsqu'il filme ses dialogues, ici on est vraiment dans du simple chant contre chant. Disons que c'est lorsque François Ozon filme Le Silencieux qu'il déploie toute son inventivité. Il y a cette scène qui est l'une de mes scènes favorites de l'année, où on a donc Peter et Amir qui dansent sur la musique In My Room des Walker Brothers. C'est une scène qui est magnifique, avec une véritable montée en tension en fait. La caméra elle virevolte autour des personnages. Le film traite de la domination / manipulation, puisque dans un premier temps en fait c'est Peter qui va mener le couple, tandis que dans la seconde partie du film c'est vraiment Amir qui va inverser le rapport de force et dont Peter va devenir totalement dépendant. Ce qui est plutôt amusant c'est que ça se voit dans la couleur d'événement, puisque le dominé porte du rouge tandis que le dominant porte du bleu. J'ai d'ailleurs eu la chance de faire une séance, donc de voir ce film en compagnie du casting masculin, composé donc de Stéphane Crépon qui joue Karl, le majordome de Peter Van Kant, de Khalil Garbia qui joue Amir, et de Denis Ménochet qui joue Peter Van Kant. Donc c'était une séance assez exceptionnelle et voilà, après avoir vu en fait un film qui est un coup de cœur, c'est vrai que c'est un bonheur en fait de pouvoir échanger librement avec les acteurs. À la 6e place, on retourne sur la thématique du conte à travers le tout nouveau film de Michel Oslo, sorti au mois d'octobre, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Découvrez les aventures d'un jeune roi à la conquête de la couronne d'Égypte, d'un beau sauvage qui combat les injustices cachées dans une forêt, et d'une princesse amoureuse d'un vendeur de beignets. C'est quoi le titre? 3 récits, 3 époques, 3 ambiances différentes. D'un côté, l'histoire d'un jeune garçon qui désire devenir pharaon d'Égypte pour conquérir sa belle. De l'autre, l'histoire d'un beau sauvage en Auvergne à l'époque du Moyen-Âge. Et enfin, une fantaisie du XVIIIe siècle à peu près, donc dans des costumes ottomans et des palettes turques. Michel Oslo, c'est un trésor national. C'est l'homme qui est derrière de nombreux contes de mon enfance, que ça soit Azur et Asmar, que ça soit Prince et Princesse, que ça soit Kirikou, enfin Michel Oslo est derrière tout ça, et à 80 ans, il prouve encore ses talents en tant que conteur. Peu importe l'âge, c'est toujours un plaisir de se mettre devant un film de Michel Oslo. Justement, chacune de ces petites histoires en fait emprunte à l'un de ses styles graphiques. La première histoire, donc celle qui traite du pharaon, reprend un style en 2D à la Kirikou. La seconde, traitant du beau sauvage, est plutôt sur un style façon Prince et Princesse avec des ombres chinoises. Et enfin, la troisième reprend Azur et Asmar, son animation en 3D. J'aime quand les histoires retombent sur leurs pattes. Mais arrêtez! Elle peut pas raconter tout ça! Mais si! Vous me donnez des idées. Et pour plusieurs contes. Ces histoires ont tout un point commun. Chacun de ces personnages, en fait, lutte pour la liberté. Ils luttent contre une figure tyrannique, en l'occurrence la figure parentale, qui sont voilà, assez effrayantes, il faut le préciser, c'est pas une invitation à se rebeller contre ses parents ou quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, c'est quand même des personnages plutôt mauvais contre lesquels ils se dressent. Mais voilà, on a cette thématique en fait de la quête de la liberté et au nom de l'amour aussi, pour la plupart d'entre eux. À la 5e place, on va parler d'un film qui divise énormément. Au vu de la thématique traitée, de toute manière, c'est un sujet qui, à chaque fois qu'il évoque le cinéma, il y a toujours une polémique derrière, que ça soit pour Bac Nord, hein, c'est l'exemple dont on parle le plus, ou bien d'Athéna, dont on va parler dès maintenant, le nouveau film de Romain Gavras, sorti sur Netflix au mois de septembre. Sur les réseaux et sur BFM, ils disent que si ça se trouve, c'est pas les Condés qui ont fait la bavure. On va retrouver ceux qui ont fait ça à ton petit frère, que ce soit des gars de chez nous ou pas. Le film prend place dans la cité Athéna, qui va s'embraser à la suite d'une bavure policière. En effet, un garçon de la cité a été tué et ses frères sont bien décidés à prendre leur revanche. J'en ai marre que, à chaque fois qu'un film de ce genre-là sorte, on ait de nombreux débats. J'en ai marre que le syndicat Alliance, il se serve de ce film, qu'il le projette pour véhiculer les idéaux de l'extrême droite. J'en ai marre que lorsqu'Athéna est sorti, des gens en fait se mettent à crier au parti pris, pour les deux camps je veux dire. Hein. La plupart du temps ce sont des gens qui n'ont même pas vu le film, et pour avoir vu Athéna, le film monte des deux camps.
Jamais Romain Gavras ne donne raison à un côté ou à l'autre. Les deux camps s'affrontent, c'est indéniable, voilà, il y a cet affrontement en fait dont la cité Athéna est le théâtre. La police qui va prendre d'assaut la cité Athéna pendant que les jeunes vont se défendre en fait, vont se battre. Mais l'objectif c'est vraiment de présenter leur point de vue, de présenter leur ressenti sans aucun jugement. Romain Gavras il se pose comme un observateur en fait, il vient sonder la situation. Athéna c'est un film qui se découpe en plusieurs plans séquences. Le travail derrière est impressionnant. Voilà, la technique que requiert un plan séquence, c'est absolument ahurissant. Et le film est magistral. Voilà, visuellement, dans sa mise en scène, c'est magistral. On a déjà la puissance de l'image, la puissance de la photographie qui est dupliquée par le son. Et sans aucun doute, la scène d'introduction d'Athéna est l'une des ouvertures les plus magistrales que j'ai jamais vues dans un film. Athéna c'est une tragédie, c'est la fatalité, le fait qu'on ne peut plus au bout d'un moment lutter contre ce qui arrive. Il arrive un moment en fait où ses frères, ils n'ont plus d'espoir. Ils vont s'engouffrer dans l'engrenage de la violence parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne pourront plus jamais s'en sortir et qu'ils ne verront plus jamais la lumière. D'ailleurs, en lien avec la tragédie, Romain Gavras reprend la règle des 3 unités. Je vais vous rappeler un peu vos cours français, mais donc les 3 unités de la tragédie antique qui sont l'unité de temps, l'unité de lieu. La dernière unité étant l'unité d'action. Autrement dit, toute intrigue secondaire est prohibée. Pour faire simple, tout se déroule dans un seul lieu, au même endroit, et surtout avec qu'une seule intrigue principale. Durant 2 heures, on vit en temps réel l'assaut de la cité Athéna. Et je dis la cité Athéna, je dis l'assaut parce que Romain Gavras, il a vraiment imaginé cette cité comme une forteresse antique que l'on attaquerait. À la 4e place, un film qui a été peu distribué puisqu'il est sorti donc le 23 mars avec seulement 46 copies. C'est un film qui a réalisé 25 000 entrées, ce qui, selon le réalisateur, parvient à peine à rembourser en fait le coût de production. Il s'agit de Bruno Redal de Vincent Leport. Comme j'aurais aimé les priver de cette fille qu'il trouvait si belle. Ah, me disais-je, à quoi bon lutter contre le destin? Tu dois être assassin. Le film prend place au début du siècle dernier dans le Cantal où un jeune homme donc de 17 ans, va venir se confesser à la police. Il s'agit de Bruno Redal, un séminariste qui déclare avoir décapité un enfant. Pour comprendre son geste, les médecins vont le questionner sur sa vie afin de comprendre comment est-ce que ce jeune homme finalement a lutté pendant tant d'années contre ses pulsions meurtrières et sexuelles. Le film s'inspire d'un fait divers qui a réellement eu lieu, à ceci près que le personnage ne s'appelait pas Bruno Redal. Le nom a été changé par raison d'anonymat, mais il s'avère que donc le véritable assassin, à la demande des médecins, avait rédigé plusieurs cahiers dans lesquels il racontait sa vie. Ces cahiers sont réemployés dans la voix off, puisque on a donc Dimitri Doré qui interprète Bruno Redal, qui va lire tout au long du film ces passages, les passages de ce cahier en fait, pour vraiment nous faire comprendre toute la lutte intérieure qu'il joue en lui. Cette voix off, elle n'est jamais redondante, elle ne surexplique pas les choses, puisque Vincent Leport a fait en sorte que cette voix off, elle soit complémentaire, qu'elle apporte une perspective supplémentaire aux séquences en montrant les pensées de Bruno Redal lorsqu'il les a accomplies. Qu'est-ce que je dois raconter? Tout. À nous, il faudra dire toute la vérité. Nous ne sommes pas vos juges, nous devons tout savoir. En introduction, je vous évoquais le nombre d'entrées qu'a fait le film. Il faut savoir que ces chiffres, je les sors pas de mon chapeau. Ils proviennent donc du dernier numéro des Cahiers du cinéma, donc celui du mois de décembre, consacré au cinéma français et plus généralement au bilan de l'année 2022 au cinéma. Et on a toute une interview de la société de production et du réalisateur Vincent Leport où ils reviennent justement sur la production du film, sur le fait que le film avait un budget de 1,5 million d'euros, ce qui est encore plus petit en fait que pour les films du milieu, dont le budget se situe entre 4 et 8 millions d'euros. Je vais vous mentionner quelques points qui ont été soulevés par l'article et qui me semblent très pertinents en fait sur la distribution de Bruno Redal. Déjà le fait que les salles étaient très frileuses à l'idée de sortir le film, puisque le film porte la mention moins de 16 ans en raison de la fameuse scène de décapitation, et pas mal d'exploitants ont estimé que c'était peu convenu de
montrer une scène de décapitation d'un enfant comme ça à l'écran, après le meurtre de Samuel Paty, et en parallèle du début de la guerre en Ukraine. Petit distributeur, petite fenêtre d'exploitation, égale petit nombre d'entrées, les fameux 25 000 entrées que je vous mentionnais, et qui, selon Vincent Leport, ne rapportent aucun bénéfice. C'est-à-dire que ça rembourse le film, mais il n'y aura pas forcément un immense bénéfice derrière. À la troisième place, et pour être honnête avec vous, Bruno Redal et ce film-là se sont longtemps battus pour occuper cette place-là, mais j'ai fini par trancher. On va parler d'un film qui prend place en Égypte, plus particulièrement au Caire. Vous le voyez à mon sourire, ça fait des semaines que je vous en parle sur les réseaux sociaux, que je vous poste fréquemment des petits messages pour vous rappeler à quel point il est important d'aller voir La conspiration du Caire de Tariq Saleh. تشتغل لحساب مين؟ عندي شوية معلومات تهمة فضل. سمعة لازار كله هتتمرمغ في التراب. Le film prend place au Caire, plus particulièrement dans la prestigieuse université d'Al-Azhar. Al-Azhar étant l'épicentre du pouvoir sunnite, ce qui veut dire que la personne qui a sa tête, donc le grand imam, a une immense influence sur les fidèles. Notre personnage principal, c'est Adam, un jeune homme, fils de pêcheur, qui va faire son entrée à Al-Azhar grâce à une bourse. Il va être témoin le jour de la rentrée de l'assassinat du grand imam et va se retrouver au cœur d'une lutte pour le pouvoir. Puisque le gouvernement est bien décidé à placer la personne de leur choix sur le siège du grand imam, donc pour avoir un contrôle une forme de contrôle sur la religion, et pour ce faire, ils vont faire appel à Adam, qui va, bien malgré lui, occuper la fonction d'agent double. La conspiration du Caire, c'est le prix du scénario du dernier festival de Cannes, largement mérité selon moi, puisqu'on est face à un film palpitant. Un film qui vous tient en haleine tout du long, et pour tout vous dire, j'ai été assez triste de quitter mon fauteuil en fin de séance, tant j'étais captivée en fait par ce que je voyais à l'écran. Et je vais vous dire quelque chose, j'évoquais en début de vidéo le fait que j'étais touchée par certains de ces films en raison de leurs personnages. C'est le cas notamment pour La conspiration du Caire. J'ai énormément d'affection pour le personnage d'Adam, voilà, c'est un personnage qui m'a touchée en fait, avec lequel j'ai eu le sentiment de tisser un lien émotionnel, parce que c'est un jeune homme en fait qui, ça y est, a atteint ses rêves, qui n'est parti de rien, et qui pourtant a réussi à intégrer la grande université quand même du Caire, ce qui est un exploit assez considérable, et qui pourtant va être obligé de mettre ça de côté pour remplir une fonction, pour prendre part en fait à une lutte pour le pouvoir, alors qu'il n'a jamais voulu en faire partie. Il y a une certaine injustice en fait qui se dresse autour de ce personnage, et ouais, j'ai été touchée par sa naïveté, le fait qu'il fasse confiance aux gens de cette manière-là, de manière presque aveugle, et pourtant c'est un personnage qui est brillant. Donc voilà, on a ce petit mélange entre d'un côté cette naïveté qui ne peut qu'être attachante, et de l'autre cette intelligence qui lui permet d'être plus qu'un simple jeune homme qui a tombé dans le piège du gouvernement. Bref, la parenthèse affective est terminée. Pour conclure sa conspiration du Caire, ce qui est assez étrange, c'est que c'est un film qui en soi n'innove pas tant que ça au niveau de son scénario. Je veux dire, c'est un film qui est inspiré du roman Le nom de la rose, puisque au lieu de se dérouler donc, dans un monastère, ici ça se passe à Al-Azhar, et au lieu de mettre en avant la religion catholique, ici on est sur la religion musulmane, mais globalement l'idée de base est la même. Et la réalisation aussi de La conspiration du Caire n'est pas forcément exceptionnelle, mais Tariq Saleh en fait investit si bien les codes du polar, il montre à quel point il les maîtrise, que c'est suffisant pour nous proposer un film qui nous scotche à notre fauteuil. À la deuxième place, un film vu au mois de février, il s'agit du nouveau film de Sean Baker, Red Rocket. The dog's like, oh, he's a good man, I can tell by his nice energy. Your persona non grata. Life's sweet, Sophie. Life is sweet. Nous y suivons Mikey Saber, une ancienne star du porno qui revient dans son Texas natal complètement fauché. Une fois sur place, il va venir se réfugier chez son ex-épouse qui habite par la même occasion chez sa mère. Mikey va faire la connaissance de Strawberry, une jeune vendeuse de beignets, qu'il va décider en fait de prendre sous son aile
afin d'en faire une star du porno. En réalité, Maki va plutôt se servir de cette jeune femme pour relancer sa propre carrière. Red Rocket, c'est un film qui aborde l'après-rêve américain. C'est pas comme dans la plupart des films où on va nous montrer l'ascension vers le rêve, ici c'est l'après. C'est que se passe-t-il en fait une fois que le rêve est réalisé et que l'espoir en quelque sorte il s'est envolé en fait. Le film prend place au Texas, au fin fond du Texas même, dans un contexte de préélection, donc c'est quelques temps avant que Trump soit élu, à savoir que le Texas a majoritairement voté pour Donald Trump, donc je pense que vous allez voir où je veux en venir, mais c'est que on est face à une population qui est marginalisée. C'est une population isolée où il y a une circulation active de drogue. Et ce qui est le plus criant en fait chez cette population, c'est que c'est une population désillusionnée. On a le sentiment qu'ils ne peuvent plus se permettre de rêver. Et c'est évidemment mettre en parallèle avec le destin de Mikey, qui lui n'a plus d'espoir. On en revient à cette fameuse question que je posais un peu plus tôt. Que fait-on une fois que l'espoir s'est envolé ? Maki, c'est un personnage qu'on pourrait qualifier de bouffon, dans le sens où on rit de lui, réellement. C'est un personnage dont on rit de sa cupidité, dont on rit de sa stupidité aussi, et on ne peut s'empêcher de dire qu'au fond, il mérite bien tout le mal qui lui arrive. À la première place, je pense que personne ne pourra feindre la surprise en voyant qui est à la tête de ces classements. C'était ma plus grosse attente de 2022 et c'est mon coup de cœur, mon film préféré de 2022. Pas tant pour sa qualité, mais plutôt pour l'attachement que j'éprouve envers cet univers, envers ses personnages, envers Yuta Okkotsu, le personnage principal. Jujutsu Kaisen 0, sorti au mois de mars. Nous y suivons Yuta Okkotsu, un jeune homme qui a vu sa meilleure amie d'enfance mourir devant ses yeux dans un accident tragique. Depuis ce moment-là, Rika, donc cette fameuse amie, vient hanter Yuta, qui a pendant de nombreuses années souffert de cette malédiction au point de souhaiter sa propre mort. Après un énième incident provoqué par Rika, Yuta va être approché par l'école d'exorcisme de Tokyo qui va lui apprendre en fait à maîtriser cette entité qui le hante et en faire quelque chose de bien afin d'aider la population. Tandis que Yuta trouve un nouveau sens à sa vie dans cette école, une nouvelle menace apparaît, bien décidée à déchaîner un millier de malédictions sur les villes de Tokyo et Shinjuku. Jujutsu Kaisen 0, c'est une adaptation du manga 0, donc un spin-off dérivé de Jujutsu Kaisen. C'est donc une histoire qui se déroule en parallèle de la série principale et vous n'êtes pas obligé, je le précise, d'avoir vu ou lu la série principale pour regarder Jujutsu Kaisen 0. Jujutsu Kaisen 0, c'est donc un film qui va satisfaire tout le monde. D'un côté les néophytes qui vont découvrir l'univers en même temps Yuta. C'est en ça que Yuta d'ailleurs est un personnage aussi intéressant, c'est qu'il va venir découvrir l'univers, tout comme le spectateur. Donc lui-même ne connaît rien du monde des exorcismes et on va lui présenter tout ça en même temps que spectateur. Et d'un autre côté, les connaisseurs de Jujutsu Kaisen seront ravis puisque des scènes inédites sont ajoutées. Je pense notamment moi à l'une de mes séquences préférées du film et de l'année de façon générale où c'est tout bête mais on nous présente Yuta dans quelques heures on va dire avant qu'il intègre l'école d'exorcisme. Donc on le voit faire sa petite routine du matin, on le voit manger, se brosser les dents, marcher, bref. Yuta Okkotsu c'est l'un de mes personnages préférés de tous les temps. Donc évidemment de toute façon moi donnez-moi du contenu avec Yuta dedans, je prends. Voilà, mais plus sérieusement c'est une scène qui impressionne en fait par la fluidité de son animation et de manière générale les qualités de Jujutsu Kaisen 0 sont les qualités inhérentes à l'anime. Déjà la fluidité de l'animation, de toute façon quand ce sont les studios MAPPA à la barre, c'est difficile d'imaginer quelque chose qui ne soit pas qualitatif. Mais aussi un univers passionnant, à la fois sombre mais avec une touche d'humour, sans oublier des personnages extrêmement attachants. N'hésitez pas à aller voir ces programmes, ils en valent le détour. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire vos coups de cœur de l'année, ça m'intéresse. Et sur ce, je m'excuse pour la blague assez facile, je vous dis
à l'année prochaine.